voyageurs fatigués, un voyage tranquille à travers les corridors ombragés de l'univers Resident Evil. Imaginez-vous en train de vous installer dans une pièce doucement éclairée pendant que le monde extérieur s'efface et que nous déroulons ensemble les secrets sombres d'une histoire qui a commencé profondément dans les coins oubliés de l'Afrique. Des murmures de virus anciens qui sommeillaient dans des ruines enfouies, aux hommes qui croyaient pouvoir devenir des dieux. Ceci est votre échappatoire apaisante, une tapisserie de conspiration, d'ambition et de découvertes dangereuses qui se déploie lentement comme du brouillard au crépuscule. Laissez l'histoire vous envelopper alors que nous plongeons dans un monde où la science est devenue obsession et où 3 hommes ont ouvert la boîte de Pandore. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous appréciez ce genre de narration lente et détaillée. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir comment la même histoire sombre est portée silencieusement à travers le monde, une nuit après l'autre, au cœur des paysages brûlants d'Afrique de l'Ouest, où le royaume Ndibaya prospérait autrefois sous de vastes cieux. Les légendes racontaient l'histoire d'une fleur unique. Les habitants l'appelaient Sonantrep, l'escalier vers le soleil, une plante qui fleurissait éternellement dans des grottes cachées, éclairée par une lueur douce et fantomatique. Cette fleur était considérée comme un lien entre la vie et les dieux, un cadeau sacré qui courbait les règles de la nature. Les animaux qui mangeaient ces pétales subissaient d'étranges transformations. Leur corps devenait plus fort, mais leurs yeux perdaient toute étincelle de raison. Les anciens racontaient des histoires de guerriers qui avaient accepté sa puissance et obtenu une force surhumaine, mais qui avaient payé le prix d'une folie profonde et dévorante qui se transmettait à travers les familles et modifiait silencieusement l'environnement. Au fil des siècles, ces récits sont devenus un folklore protégé, des avertissements contre une puissance brute et endormie sous la terre. Un virus sauvage et puissant que les Ndibaya honoraient autant qu'ils le craignaient. Ce n'était pas un mythe. Le virus progénitor coulait comme un être vivant, se mélangeant aux plantes et à la faune, créant des créatures bizarres que les chasseurs décrivaient comme des bêtes aux yeux brillants dans l'obscurité. Les villages érigeaient des sanctuaires dans ces lieux sacrés, tenaient des rituels sous des arbres illuminés par la lune pour apaiser la colère de la fleur et maintenir l'équilibre entre les humains fragiles et les dangers secrets de la nature. Mais dans ces racines anciennes se trouvait le début de catastrophes futures, une source virale que des hommes ambitieux allaient plus tard déterrer. Loin des voies pacifiques du royaume, l'histoire de la Sonantrep flottait dans l'air comme un indice silencieux de pouvoir et de risque, où les transformations n'étaient pas des malédictions, mais des signes de croissance tordue. Alors que le monde devenait moderne, ces légendes glissaient en arrière-plan, attendant que la science réveille ce que les histoires avaient gardé endormi. Les Ndibaya savaient qu'il valait mieux ne pas déranger la fleur. Ils comprenaient que certains secrets devaient rester sous terre, gardés par des rituels et du respect. Mais le destin avait d'autres plans, et 3 hommes d'Europe allaient bientôt tout changer. En l'année 1900,
1966, trois penseurs audacieux ont pénétré dans les jungles denses d'Afrique de l'Ouest. Oswell A. Spencer, un aristocrate britannique aux yeux froids et calculateurs. James Marcus, un biologiste brillant mais obsessionnel. Et Edward Ashford, un scientifique prudent avec des préoccupations morales. Poussés par la quête de la vie éternelle, ils ont utilisé d'anciennes cartes et des guides locaux qui parlaient doucement de terre maudite. Ils ont trouvé la Sonnentrep dans les ruines du royaume Ndipaya. Ses pétales lumineux cachaient le virus progénitor, rempli de promesses cachées. Ce qui a commencé comme un voyage de recherche est rapidement devenu sombre lorsque les premiers tests ont montré que le virus pouvait réécrire les cellules et suggérer des rêves d'amélioration de l'humanité qui pourraient tout changer. Les trois hommes étaient assis la nuit à la lueur vacillante des lanternes sur leurs journaux et débattaient fiévreusement de l'avenir. Spencer voyait le pouvoir et le contrôle. Marcus voyait une percée scientifique. Ashford voyait le danger et l'échec moral. Mais la vision de Spencer était la plus forte. Ses mots tranchaient à travers le doute comme un couteau tranchant. Ils ont fait sortir clandestinement des échantillons d'Afrique dans des caisses secrètes et les ont expédiés en Europe, où les premières expériences ont révélé l'instabilité effrayante du virus. De retour en Europe, ils ont officialisé leur pacte. En l'année 1968, ils ont fondé Umbrella Pharmaceuticals comme couverture pour leurs véritables objectifs. Une entreprise d'armes biologiques déguisée en progrès médical. Spencer, le noble intelligent, s'occupait des plans et sécurisait l'argent par des accords secrets, tandis que Marcus et Ashford étudiaient les propriétés instables du virus dans des laboratoires primitifs. Des questions morales bouillonnaient. Ashford s'inquiétait des dangers, mais la forte volonté de Spencer écartait les doutes et construisait une entreprise où l'argent et le contrôle se mélangeaient comme des racines dans le sol. Alors qu'Umbrella grandissait, les premiers travaux sur des échantillons montraient les deux côtés du virus. Un chemin vers la jeunesse pour les puissants, mais un risque de monstre s'il était mal manipulé. Des conversations silencieuses sur des dérapages éthiques remplissaient les salles de conférence. Pourtant, les fondateurs continuaient. Leur vision a lancé une ère où les mythes anciens ont rencontré la science dure. Les débuts du progénitor, autrefois sacré, alimentaient maintenant un système de création et de ruine et changeait les vies de ceux qui essayaient de le contrôler. Les premières expériences sur les animaux étaient brutales et troublantes. Les rats se transformaient en monstres affamés. Leur corps grandissait de manière incontrôlable. Les conflits se sont lentement accumulés parmi les fondateurs d'Umbrella, alors que les années 60 passaient aux années 70. Spencer travaillant à prendre le contrôle total du développement du virus progénitor. Marcus, l'expert en insectes, se disputait violemment avec le style prudent d'Ashford, leur laboratoire devenant des scènes d'affrontements idéologiques. Marcus poussait pour des mélanges audacieux, tandis qu'Ashford voulait des changements lents pour éviter de grandes erreurs.
suggérait une trahison sous la surface. Spence, toujours en train de planifier, a commencé à retenir des fournitures et à donner plus à son équipe de confiance, tandis que Marcus effectuait des travaux cachés sur les sangsues, cherchant des moyens de stabiliser le chaos du virus. Ashford, sentant la division, s'est retiré dans son manoir familial et a renforcé ses propres études au milieu de doutes croissants que les objectifs de Spencer allaient au-delà du travail d'équipe vers la domination totale. À la fin de la décennie, ces affrontements avaient planté des graines de méfiance qui se développeraient en plans mortels. Les fondateurs, autrefois unis dans leur vision, étaient maintenant des rivaux dans un jeu dangereux pour le pouvoir et l'immortalité. Dans les laboratoires sombres des montagnes, Arklay en l'année 1978, James Marcus a accompli une percée décisive qui redéfinirait la peur. Seul dans son royaume souterrain, il a mélangé le virus progénitor avec l'ADN des sangsues et a créé le virus T, une souche plus stable capable de ramener les morts. Dans les couloirs humides et bourdonnants de machines, Marcus a observé comment les sangsues modifiées se déplaçaient avec une nouvelle énergie. Leur corps s'adaptait au virus de manière qui imitait les changements prédateurs. Ce n'était pas seulement du travail de laboratoire, c'était une fusion de la vie et de la mort, où des armes bio-organiques étaient soulevées des réservoirs et se déplaçaient avec une fin étrangère. La puissance du virus T s'est manifestée dans un chaos contrôlé. Les chiens se transformaient en modèles Cerberus grondants, leurs yeux vides mais pleins de rage sauvage. Les notes de Marcus remarquaient la conception propre du virus. Il se connectait bien avec les organismes hôtes et conférait de la ténacité au prix de la raison, un échange qu'il considérait comme nécessaire pour les grands plans d'Umbrella. Pourtant, des signes de faiblesse subsistaient, car de petites fuites conduisaient à des incidents isolés, faisant allusion aux épidémies qui détruiraient bientôt tout ce qui était proche. L'installation d'Arklay pour donner du bruit doux des machines qui maintenaient ces monstres en vie. La victoire de Marcus marquait un changement de l'amélioration théorique vers la terreur réelle. Le mélange de sangsues avait ouvert des portes qui auraient mieux fait de rester fermées et créé un virus qui avait soif de chair et se propageait rapidement par le sang. Dans cet acte de création, le chemin sombre d'Umbrella a fait son premier pas ferme vers l'abîme. Les montagnes au-dessus du laboratoire s'élevaient silencieusement, tandis qu'en dessous, les cris des animaux de test résonnaient dans les couloirs. Marcus travaillait de manière obsessionnelle, ses notes remplies de diagrammes de cellules mutées et de calculs sur les taux d'infection. Il ne se voyait pas comme un créateur de monstres, mais comme un visionnaire qui guidait l'humanité vers une nouvelle ère. Mais la réalité de son travail était bien plus sombre. Chaque expérience laissait une trace de douleur. Chaque percée était payée avec la souffrance. Les sangsues, autrefois de simples parasites, étaient maintenant porteuses d'une peste qui changerait le monde. Marcus ne le savait pas encore, mais il avait créé les fondations d'une catastrophe mondiale. William Birkin est venu chez Umbrella en tant que jeune génie. Son esprit vif tranchait à travers les défis du virus T comme un outil précis. Amené par Marcus, Birkin s'est plongé dans les améliorations
et a ajouté des gènes du virus Ebola mortel pour augmenter sa force et sa manipulation. Dans des laboratoires stériles remplis de machines rotatives, il a mené des tests secrets sur des humains, des prisonniers qui ont disparu sans laisser de traces. Il a observé comment le nouveau mélange transformait les corps en version tordue de la vie, tandis que les secrets d'Umbrella s'épaississaient autour de lui. L'ascension rapide de Birkin a allumé la jalousie dans l'entreprise. Ces nouvelles idées ont irrité les anciens, comme Marcus qui voyait sa volonté comme une menace pour leur structure. Il marchait sur une ligne mince, testait les limites avec des mélanges de gènes qui promettaient de fortes armes biologiques, mais portaient des dangers d'épidémies sauvages. Sa femme Annette est montée à bord, a mélangé leurs liens étroits avec un travail acharné, tandis qu'il suivait les changements qui brouillaient l'aide et l'horreur dans des carnets marqués par des tests échoués. À la fin de la décennie, les efforts de Birkin avaient tiré Umbrella plus profondément dans de fausses voies. La version du virus T mélangée à Ebola est devenue une clé pour le contrôle des armes biologiques au milieu d'indices d'espionnage d'entreprise. Ces années ont façonné Birkin en une figure centrale de la terreur. Son travail génétique a préparé la scène pour des atrocités cachées dans des chambres scellées où les cris n'atteignaient jamais le monde extérieur. Les tests sur les humains étaient systématiques et cruels. Les sans-abri ont été enlevés dans les rues. Les prisonniers politiques ont disparu des cellules. Les enfants ont été récupérés dans des orphelinats oubliés. Tous sont devenus des numéros sans nom dans les bases de données d'Umbrella. Dans des salles blanches et stériles, ils ont été attachés sur des tables, tandis que des scientifiques en combinaison de protection injectaient le virus T et observaient les résultats avec une distance froide. Les infectés ont subi des transformations atroces. Leurs corps se sont battus contre le virus, tandis que leur esprit se désintégrait. Certains sont morts en quelques heures. Leurs organes ont échoué sous la charge virale. D'autres ont survécu, mais comme quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible. Leurs yeux sont devenus vitreux et vides, leurs mouvements mécaniques et prédateurs. Ils n'étaient plus humains, mais des prototypes pour la vision d'Umbrella, d'une arme biologique contrôlable. L'installation d'Arklay est devenue une prison de secrets, où la vérité était enterrée derrière des portes verrouillées et des dossiers codés. Les rapports sur les dommages cérébraux chez les sujets infectés ont été supprimés, soigneusement retirés des dossiers officiels. Les scientifiques qui posaient trop de questions disparaissaient ou étaient transférés dans des installations éloignées. Le récit qu'Umbrella présentait au monde extérieur était un mensonge, un voile brillant sur un abîme d'horreur. Au sein du siège de l'entreprise, les dirigeants ne débattaient pas de l'éthique, mais des marges bénéficiaires et des contrats militaires. Le virus T n'était pas considéré comme une menace, mais comme un produit qui pouvait être vendu à des gouvernements désespérés de trouver un avantage dans la guerre froide. Spencer lui-même visitait rarement les laboratoires. Il préférait opérer à distance, gardant ses mains propres du sang versé en son nom. Mais sa vision imprégnait chaque niveau d'Umbrella. Une conviction obsessionnelle que le virus signifiait le pouvoir et que le pouvoir signifiait
les agents de l'entreprise sur ordre de Spencer et Birkin. Ils en avaient assez de sa résistance, de son refus de partager complètement ses recherches et de son influence croissante au sein de la communauté scientifique. Par une nuit froide et calculée, des hommes armés ont envahi son laboratoire dans les montagnes Arklay. Marcus a été abattu, son corps jeté dans un canal d'égout abandonné, ses décennies de travail volées et archivées sous le nom de Birkin. L'histoire officielle parlait d'un accident, d'un incident de laboratoire tragique. Mais ceux qui connaissaient la vérité se taisaient par peur ou complicité. L'héritage de Marcus a été effacé. Ses découvertes sont devenues des actifs pour une entreprise qui ne connaissait aucune loyauté, seulement le profit. Sa mort a marqué un tournant, un signal qu'Umbrella ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs. Les sangsues qu'il avait si soigneusement étudiées sont restés dans les profondeurs de l'installation et ont attendu silencieusement leur propre forme de vengeance. Avec Marcus écarté, Umbrella a intensifié ses programmes les plus sombres. L'initiative Tyrant est née, un projet pour créer de puissantes armes bio-organiques à partir d'humains modifiés. Les scientifiques ont cherché des hôtes avec des caractéristiques génétiques spécifiques, des individus dont les corps pouvaient survivre au stress extrême de l'infection par le virus T, tout en gagnant une force et une résistance surhumaines. Les résultats étaient monstrueux, des créatures géantes et défigurées, avec des cœurs exposés et des mains griffues, leur intelligence réduite, mais leur instinct meurtrier aiguisé. Ces tyrans ont été testés dans des installations cachées à travers le monde. Leurs créateurs ont observé avec une fascination froide, alors qu'ils piétinaient à travers des scénarios de combat simulés et détruisaient tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Umbrella les a présentés aux acheteurs potentiels, au gouvernement et aux organisations militaires qui cherchaient le soldat ultime, qui n'avait besoin d'aucun salaire, n'avait aucune morale et n'était jamais désobéissant. Les tyrans n'étaient plus des humains, c'étaient des produits, des armes répertoriées dans des catalogues avec des spécifications techniques et des listes de prix. Pendant qu'Umbrella faisait progresser ses programmes terrantes, la famille Ashford poursuivait sa propre vision dans un isolement éloigné, sur l'île Rockfort, une forteresse battue par les vents dans l'Atlantique Sud. Il travaillait sur une nouvelle souche de virus, T. Veronica. Alfred et Alexia Ashford, des jumeaux d'une intelligence troublante, avaient été formés par leur grand-père dans les arts de la manipulation génétique. Alexia, un enfant prodige d'une brillance extraordinaire, croyait qu'elle pouvait surmonter l'instabilité du virus T en le mélangeant avec l'ADN d'une reine fourmi. La logique était séduisante. Les reines fourmis contrôlaient leur colonie avec une précision parfaite. Leur structure génétique pourrait conférer au virus la stabilité qui lui manquait. Dans son laboratoire privé sur l'île, Alexia a mené l'expérience sur elle-même. Elle s'est injectée T. Veronica, convaincue que son intellect supérieur et sa pureté génétique feraient d'elle l'hôte parfait. Le virus a rapidement pris le dessus, transformant son corps au niveau cellulaire. Pour contrôler la transformation, elle s'est fait placer dans un sommeil cryogénique, gelée dans une capsule profondément sous l'installation, où elle dormirait pendant 15 ans, tandis que le virus se lierait à ses tissus.
À la même époque, William Perkins et sa femme Annette travaillaient dans une installation secrète profondément sous Raccoon City, une ville américaine apparemment ordinaire du Midwest. La ville elle-même était une façade, son économie secrètement contrôlée par Umbrella, ses citoyens participants involontaires d'une grande expérience. Sous leurs pieds s'étendait un laboratoire souterrain massif appelé Nest, où Birkin travaillait sur la prochaine génération d'armes virales. Il était obsédé par l'idée de surpasser l'héritage de Marcus et de créer quelque chose de vraiment révolutionnaire. Ses recherches ont conduit au développement du virus G, une souche qui n'infectait pas seulement, mais réécrivait la structure génétique et transformait en organismes évolutifs et mutants. Annette, une virologue tout aussi brillante, soutenait son travail et partageait sa vision d'un avenir où Umbrella contrôlerait l'évolution biologique elle-même. En l'année 1986, leur fille chérie est née, un enfant qui a grandi à l'ombre des recherches les plus dangereuses du monde, sans connaître la vérité sur le travail de ses parents. Au sein d'Umbrella, un autre acteur montait, Albert Wesker, un homme dont les ambitions dépassaient de loin ses loyautés. Officiellement, Wesker était capitaine du service tactique spécial et de sauvetage, STARS, une unité de police d'élite à Raccoon City. Officieusement, il était un agent d'Umbrella, exécutant les ordres de Spencer et collectant des données sur les tests de combat des armes bio-organiques de l'entreprise. Wesker était froid, calculateur et obsédé par une vision de pouvoir divin. Il croyait que les virus d'Umbrella étaient la clé de l'évolution humaine et il était déterminé à être parmi ceux qui subiraient cette transformation. Ses collègues chez STARS, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, lui faisaient entièrement confiance, ignorant la trahison qui se cachait à l'intérieur. Wesker manipulait les missions, dirigeait son équipe en danger et rapportait tout à Umbrella, un espion parfait, caché à la vue de tous. Umbrella s'est étendu à travers les années 80 comme un cancer se propageant à travers le globe. L'entreprise a ouvert des usines pharmaceutiques dans des dizaines de pays, chacune une façade pour des installations de recherche cachées en dessous, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Des laboratoires secrets ont surgi, tous connectés par un réseau de communication cryptée et de transport déguisé. Pour le public, Umbrella était un bienfaiteur, une entreprise qui produisait des vaccins et finançait des progrès médicaux. Derrière ce masque, il menait des expériences qui violaient toutes les lois de l'humanité. Des villages entiers dans des régions éloignées ont été utilisés comme terrain d'essai, leurs habitants sujets involontaires. Les épidémies ont été dissimulées, les preuves détruites, les témoins réduits au silence. Les employés d'Umbrella, des cadres supérieurs au personnel de sécurité de bas niveau, étaient soit complices, soit réduits au silence par des menaces et du chantage. La cupidité et la trahison étaient les forces motrices, chaque décision motivée par le profit et le pouvoir. L'entreprise avait créé une culture de paranoïa, où personne ne faisait confiance à personne et où la loyauté était achetée avec de l'or ou de la peur. À la fin de la décennie, Umbrella n'était pas seulement une entreprise, mais un empire fantôme dont l'influence atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement. En mai de l'année 1998, la catastrophe qui ferait s'effondrer le monde soigneusement
ingénieusement construit d'Umbrella a commencé dans les montagnes Arklay, où James Marcus avait autrefois créé ses créations les plus mortelles. Une fuite s'est produite dans l'ancienne installation de recherche. Le virus T s'est infiltré dans l'environnement, a infecté la faune et transformé les forêts en une zone d'horreur. Des randonneurs ont disparu sans laisser de traces. Leurs restes déchiquetés ont été trouvés des jours plus tard, à moitié mangés et défigurés. La police de Raccoon City a envoyé son équipe d'élite, le service tactique spécial et de sauvetage, pour enquêter sur les incidents étranges. L'équipe Bravo a volé en premier, mais a perdu le contact radio en quelques heures. L'équipe Alpha, dirigée par le capitaine Albert Wesker, les a suivis dans l'obscurité. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton et leurs collègues ont trouvé l'hélicoptère écrasé de l'équipe Bravo, entouré de débris tachés de sang. Puis sont venus les chiens, pas des animaux ordinaires, mais des unités Cerberus, leur peau pourrie et leurs yeux morts, mais leurs mâchoires claquaient avec une rage implacable. L'équipe a fui vers un manoir voisin, une demeure gothique qui se dressait entre les arbres, comme une pierre tombale. À l'intérieur du manoir Spencer, ils ont trouvé un monde de cauchemars. Des zombies, autrefois humains, titubaient dans les couloirs, leurs corps en décomposition avancée, mais animés par une faim non naturelle. Les membres du STARS se sont frayés un chemin à travers des pièces remplies de cadavres en décomposition et de murs tachés de sang, chaque pas accompagné du gémissement des morts vivants. Ils ont découvert des journaux et des notes de recherche qui révélaient la vérité cruelle. Umbrella avait utilisé le manoir comme terrain d'essai, gardait des créatures infectées dans ses sous-sols et menait des expériences qui violaient toute éthique humaine. Des hunters, des armes biologiques ressemblant à des reptiles avec des griffes tranchantes comme des rasoirs, se cachaient dans les ombres et déchiquetaient quiconque était imprudent. Les survivants ont réalisé qu'ils n'étaient pas là par hasard. Wesker les avait intentionnellement conduits dans ce piège. Il a révélé sa trahison dans un moment climatique, alors qu'il libérait un tyran de sa capsule, une créature gigantesque avec des griffes qui était programmée pour tuer. Wesker prévoyait de collecter les données de combat et de sacrifier ses collègues comme cobayes. Mais Chris et Jill ont survécu, ont combattu le tyran et se sont échappés alors que le manoir s'effondrait dans une explosion massive, ses secrets consumés par les flammes. Le mois de septembre de l'année 1998 a apporté une catastrophe encore plus grande. Profondément sous Raccoon City, William Birkin avait perfectionné son virus G, une création dont il croyait qu'elle assurerait son héritage. Mais Umbrella, avide de contrôle, a envoyé une unité armée pour confisquer les échantillons par la force. Dans les couloirs stériles du laboratoire Nest, une fusillade a eu lieu. Birkin, mortellement blessé et saignant sur le sol, a saisi une fiole du virus G et se l'est injectée dans son propre corps. Un dernier acte désespéré de défi. La transformation était immédiate et grotesque. Sa chair grandissait et se tordait. Des os perçaient sa peau. Un œil supplémentaire s'ouvrait sur son épaule. Il est devenu quelque chose au-delà de l'humanité. Une abomination évolutive avec un seul instinct: détruire. Dans son état enragé, il a jeté les fioles restantes du virus G contre les murs. Le verre s'est brisé et le contenu s'est infiltré dans les égouts. Des rats vivants
l'infection s'est propagée des bidonvilles aux banlieues. Les citoyens se transformaient en zombies dans leur propre maison. La panique a saisi les rues alors que les gens réalisaient que leurs voisins, leurs familles, étaient devenus des monstres cannibales. La police a tenté de maintenir l'ordre, mais leurs armes étaient inutiles contre le nombre considérable d'infectés. Les barricades ont été envahies. Les hôpitaux se sont remplis au-delà de leur capacité, avec des victimes qui perdaient plus de sang qu'on ne pouvait en sauver. Le 23 septembre, Leon S. Kennedy, un jeune policier, est arrivé à Raccoon City pour son premier jour de travail. Il n'a pas trouvé une ville normale, mais une ruine en feu. Dans les rues, il a rencontré Claire Redfield, qui cherchait son frère Chris. Ensemble, ils se sont battus à travers des hordes de zombies, ont navigué à travers des postes de police abandonnés et des laboratoires souterrains, où ils ont rencontré Ada Wong, une femme mystérieuse avec ses propres motifs, et Sherry Birkin, un enfant terrifié qui fuyait le monstre qui était autrefois son père. La forme mutée de William les chassait à travers les égouts, chaque rencontre le rapprochant d'une métamorphose complète. Jill Valentine, qui avait survécu au désastre d'Arklay, se trouvait au milieu de l'enfer de Raccoon City. Elle se battait pour s'échapper, mais Umbrella avait déchaîné une nouvelle arme biologique, Nemesis, un tyran spécialement conçu pour éliminer les membres du STARS. Il la chassait à travers les rues en feu et les bâtiments détruits. Sa voix grognait son indicatif d'appel, STARS, tandis qu'il avançait avec une détermination implacable. Nemesis était armé d'un lance-roquettes et plus intelligent que tout tyran précédent, capable de prendre des décisions tactiques et de surmonter les obstacles. Jill lui a échappé de justesse plusieurs fois, chaque rencontre la laissant plus blessée et désespérée. La ville s'effondrait autour d'elle. Les incendies faisaient rage sans contrôle. Les cadavres remplissaient les rues et les survivants s'accrochaient à l'espoir d'un sauvetage qui n'est jamais venu. Le gouvernement des États-Unis, incapable de contenir l'infection et fou de dissimulation, a pris une décision terrible. Le 1er octobre à minuit, un lancement de missiles a eu lieu depuis une base militaire voisine. Le missile, équipé d'une ogive thermobarique expérimentale, a volé au-dessus du clair de lune et a explosé au-dessus de Raccoon City. La boule de feu a englouti tout dans un rayon de plusieurs kilomètres, vaporisant les bâtiments, les rues et les restes de 100 000 personnes en un instant. L'onde de choc s'est propagée vers l'extérieur, aplatissant les banlieues et ne laissant que de la terre carbonisée et des retombées radioactives. Umbrella, le gouvernement, la vérité, tout a été enterré sous les cendres et les mensonges. Peu de survivants se sont échappés. Léon, Claire, Jill, Sherry, chacun portant les cicatrices de ce qu'ils avaient vu. Raccoon City, autrefois un symbole de paix dans le Midwest, était maintenant une ville fantôme, un monument au danger d'ambition incontrôlée et à la volonté d'une entreprise de tout sacrifier pour le profit. La nuit où le missile est tombé n'était pas la fin, mais le début d'un règlement de compte mondial avec les démons qu'Umbrella avait libérés. Les cendres de Raccoon City refroidissaient, mais le virus vivait, se propageant à travers les continents comme une peste invisible. En décembre 1990,
1998, Claire Redfield s'est retrouvée sur l'île Rockfort, une installation isolée d'Umbrella dans l'Atlantique Sud. Elle avait été piégée en cherchant son frère Chris et jetée dans une installation carcérale contrôlée par Alfred Ashford. Mais l'île était déjà infectée par le virus T. Des zombies et des armes biologiques erraient dans les couloirs. Claire s'est échappée et a découvert les secrets les plus profonds de la famille Ashford dans un laboratoire souterrain où Alexia Ashford s'est réveillée de son sommeil cryogénique de 15 ans. L'infection T. Veronica l'avait transformée. Son sang était maintenant tissé avec le virus. Elle contrôlait des créatures ressemblant à des insectes par des commandes télépathiques. Alexia ne se voyait pas comme un monstre, mais comme une déesse, une évolution supérieure de l'humanité. Elle a déchaîné des hordes de fourmis mutées et des tentacules crachant des flammes contre Claire et Chris, qui est arrivé à temps pour aider. Les frères et sœurs ont combattu ensemble contre la forme finale d'Alexia, une abomination ailée qui crachait du feu et du poison. Avant que l'installation ne s'effondre dans une explosion et emporte sa vision folle avec elle. En l'année 2002, une autre obscurité a commencé à croître dans une région espagnole éloignée. L'île China, un avant-poste secret d'Umbrella, était déjà tombé, mais le monde ne savait rien des expériences qui se déroulaient à l'ombre d'un village rural. Lord Osmond Sadler, un chef de culte charismatique, avait déterré un ancien génome parasite appelé Las Plagas, qui était enterré depuis des siècles dans des mines scellées. Contrairement au virus, Las Plagas contrôlait ses hôtes par infestation du système nerveux et préservait leur intelligence tout en les transformant en esclaves obéissants. Sadler a infecté les villageois et les a transformés en Los Illuminados, son armée dévouée. Ils semblaient normaux le jour, travaillaient dans les champs et dans les maisons. Mais la nuit, ils devenaient quelque chose de plus sombre. Leurs yeux brillaient d'une lumière étrangère. Leurs mouvements coordonnés par le parasite qui vivait dans leur cerveau. Le plan de Sadler était cruel dans sa simplicité. Il voulait infiltrer le monde avec Las Plagas, en commençant par les dirigeants gouvernementaux et les officiers militaires, et créer un nouvel ordre mondial sous son contrôle absolu. Sa première grande étape a été l'enlèvement d'Ashley Graham, la fille du président des États-Unis. En l'année 2004, Leon S. Kennedy, maintenant un agent expérimenté sous la protection présidentielle, a été envoyé en Espagne pour sauver Ashley. Il est arrivé dans un village enveloppé de brouillard où les habitants l'ont attaqué avec des haches et des faux, leurs visages déformés par la rage. Léon s'est battu à travers des hordes de villageois infectés. Chaque combat une bataille désespérée pour la survie. Il a découvert que Sadler avait déjà infecté Ashley avec Las Plagas, et Léon lui-même avait également été infecté. Le parasite grandissait dans son corps et menaçait de prendre le contrôle. Dans un château gothique, Léon a rencontré Jack Krause, un ancien collègue et mentor qui travaillait maintenant pour Sadler. Krause, dont le corps était muté par Las Plagas, a combattu Léon dans un duel brutal, son bras droit se transformant en une énorme appendice en forme de lame. Léon l'a vaincu et a pénétré plus
les efforts combinés de Léon et Ada Wong, qui est sorti des ombres. Léon et Ashley se sont échappés, les parasites chirurgicalement retirés de leur corps. Mais la menace de Las Plagas n'était que contenue, pas éliminée. En l'année 2005, la crise du biorisque s'est étendue à l'océan. Sur l'île Souchestvovani, une installation éloignée en Méditerranée, une faction dissidente d'Umbrella a développé une nouvelle souche de virus, T. abies, spécialement conçue pour les environnements aquatiques. L'infection s'est propagée à la ville flottante voisine, Terra Grigia, une utopie technologique construite sur l'eau. En quelques heures, la ville s'est transformée en zone de mort, ses habitants mutant en créatures capables de vivre dans l'eau avec des appendices en forme de lame. Jill Valentine et Chris Redfield, maintenant membres de la nouvelle Alliance d'évaluation de la sécurité contre le bioterrorisme, PSAA, ont été envoyés pour neutraliser la menace. Ils se sont battus à travers des rues inondées et des bâtiments submergés, confrontés à des armes biologiques qui se cachaient sous l'eau. La mission s'est terminée tragiquement lorsque Terra Grigia a été détruite avec une arme satellite à rayons solaires. La ville entière vaporisée en secondes et ne laissant que des débris brûlants à la surface de la mer. L'incident a été dissimulé comme une attaque terroriste, mais les survivants connaissaient la vérité. L'année 2006 a apporté une nouvelle île, une nouvelle horreur. Sur l'île Sejm, Alex Wesker, un parent d'Albert et une autre scientifique d'Umbrella, retenaient Claire Redfield et Moira Burton en captivité. Elles testaient T-Phobos, un virus qui était activé par la peur et utilisait la biochimie de ses hôtes pour déclencher des mutations. Claire et Moira se sont battues à travers des installations contaminées, poursuivies par les Afflicted, des créatures qui vivaient dans une douleur constante et tâtonnaient aveuglément vers les victimes. Alex, obsédé par l'immortalité, a tenté de transférer sa conscience dans le corps de Natalia, une jeune fille. Mais le plan a partiellement échoué et a laissé deux versions de Natalia, une pure, l'autre corrompue par l'esprit sombre d'Alex. Barry Burton est arrivé pour sauver sa fille et le groupe s'est échappé tandis que l'île s'enflammait. La quête d'Alex pour la vie éternelle s'est terminée dans la folie et l'échec. Un autre chapitre dans la tragédie sans fin d'Umbrella. En l'année 2009, la confrontation avec Albert Wesker a atteint son apogée dans les marécages de Kijuju, en Afrique. Wesker, qui opérait dans l'ombre depuis Arclay, avait développé un nouveau virus, Uroboros, qui était censé transformer l'humanité en être supérieur. En réalité, il tuait 99% des infectés et les transformait en abominations noires, ressemblant à des tentacules. Wesker prévoyait de répandre Uroboros à travers l'atmosphère et de ne laisser survivre que les dignes. Chris Redfield et Sheva Alomar, une agente locale de la PSA, l'ont poursuivi à travers des villages infectés et des installations souterraines, combattant les Magini, des habitants infectés par des mutations contrôlées de Las Plagas. La bataille finale a eu lieu dans un volcan actif où Wesker, surdosé de virus et d'améliorateurs, s'est transformé en une masse tentaculaire, sa forme humaine à peine reconnaissable. Chris et Sheva lui ont tiré dessus avec des lance-roquettes, tandis que la lave bouillonnait autour d'eux. Wesker est tombé dans la roche fondue, ses cris
gris englouti par le feu. Son rêve de divinité s'est terminé dans la destruction, mais sa mort n'a pas marqué la fin, mais le début d'une nouvelle ère. Le bioterrorisme était maintenant une menace mondiale. Des groupes dissidents et des États voyous cherchaient des armes virales. La PSAA et TerraSave, une organisation humanitaire, se battait sans fin pour protéger le monde contre les fantômes qu'Umbrella et ses successeurs avaient libérés. En l'année 2012, une nouvelle menace s'est réveillée sous la forme du virus C, une arme biologique développée par Neo Umbrella, une organisation terroriste née des restes de l'entreprise originale. La première grande infection s'est produite à Tall Oaks, une ville américaine, où le président Adam Benford, qui était prêt à révéler la vérité sur Raccoon City, a été assassiné par son propre conseiller, qui avait été secrètement infecté. Leon Kennedy, qui servait maintenant comme agent personnel du président, a été forcé de tuer le président transformé. Une décision qui le hanterait pour toujours. La ville est tombée rapidement. Les zombies se sont déversés dans les rues et les bâtiments gouvernementaux. Simultanément, le virus C a éclaté à Lanxiang, en Chine, une métropole animée avec des millions d'habitants. Chris Redfield a dirigé une équipe de la PSA à travers des gratte-ciels en feu et des rues bondées, combattant de nouvelles mutations que le virus C créait. Des chrysalides qui transformaient leurs hôtes en bêtes blindées, ressemblant à des insectes. Ada Wong opérait dans les ombres, ses véritables motivations floues, alors qu'elle collectait des échantillons pour ses propres objectifs mystérieux. Les trois chemins de Léon, Chris et Ada se sont croisés dans des moments chaotiques, chacun poursuivant des objectifs différents, mais tous connectés par le réseau de la conspiration de Neo Umbrella. L'année 2013 a apporté un retour aux horreurs aquatiques. Sur l'île Souchestvovani, où Théabis avait été développé à l'origine, une autre épidémie s'est produite. L'installation, qui était censée avoir été abandonnée, avait secrètement continué à fonctionner. Ces scientifiques obsédés par l'idée de perfectionner les erreurs du passé. L'infection s'est propagée dans les eaux côtières voisines, transformant la vie marine en armes biologiques agressives. Les bateaux de pêche ont disparu, leurs équipages trouvés comme des coques vides, mangés de l'intérieur. La PSAA a envoyé des équipes pour détruire la source, plongeant dans des grottes sous-marines sombres où des créatures mutées aux yeux bioluminescents se cachaient. La mission s'est terminée par la destruction complète de l'installation
pacifiée, mais les rapports parlaient de créatures mutées avancées et de virus expérimentaux qui brouillaient les frontières entre la vie organique et mécanique. Les deux vétérans se sont battus côte à côte, leur expérience de décennies étant la seule arme contre des ennemis qui s'adaptaient plus rapidement que jamais. Mais le véritable changement est venu à la fin des années 2010, non pas d'un virus, mais d'un champignon. Dans les bayous de la Louisiane, la famille Baker a été infectée par un organisme mystérieux, connu simplement sous le nom de mold. Ethan Winters, un homme ordinaire, s'est rendu en Louisiane pour trouver sa femme disparue, Mia, seulement pour se retrouver enfermé dans une ferme cauchemardesque, contrôlée par la famille, dont les corps étaient imprégnés de moisissures noires. Jack, Marguerite et Lucas Baker étaient devenus immortels. Leurs blessures guérissaient instantanément, mais leur esprit était corrompu par le champignon parasitaire. Ethan s'est battu contre eux dans des rencontres brutales. Sa main a été coupée, seulement pour être rattachée, un indice qu'il avait également été infecté. La mold, comme il s'est avéré, était connectée au Megami 7, un ancien réseau de champignons qui stockait des souvenirs et la conscience pendant des siècles. Ce n'était pas une création d'Umbrella, mais une forme de vie naturelle, bien qu'étrangère, qui avait été manipulée par un groupe appelé The Connections à des fins d'armes biologiques. Ethan a sauvé Mia, mais leur épreuve n'était pas terminée. En l'année 2021, ils se sont retrouvés dans un village européen isolé, entouré de montagnes enneigées et d'architecture gothique. Le village était contrôlé par Mother Miranda, une scientifique vieille de plusieurs siècles qui avait découvert et utilisé la mold pour se conférer l'immortalité. Elle régnait sur 4 seigneurs: Lady Dimitrescu, une aristocrate ressemblant à un vampire de 9 pieds de haut avec des griffes extensibles; Donna Beneviento, une créatrice de poupées dont les créations étaient infectées de spores psychotropes; Salvatore Moro, une créature aquatique déformée; et Karl Heisenberg, un ingénieur cybernétique qui contrôlait des armes biologiques métalliques. Ethan s'est battu contre chacun d'eux pour sauver sa fille enlevée Rose. Dans la confrontation finale avec Miranda, Ethan s'est sacrifié. Son corps, déjà décomposé par la mold, a explosé pour protéger sa fille. Rose, née avec le pouvoir de la mold dans ses cellules, a survécu et a grandi sous la protection de Chris Redfield. En l'année 2037, Rosemary Winters était une adolescente avec des capacités extraordinaires. Elle pouvait manipuler la mold, former des réalités dans son esprit et même communiquer avec les souvenirs stockés dans le Megami 7. Mais un fragment de la conscience de Mother Miranda a survécu dans ce réseau et a tenté de prendre le corps de Rose. Rose s'est battue contre Miranda dans une bataille surréaliste à l'intérieur de son propre esprit, naviguant à travers des souvenirs tordus et des paysages de cauchemar. Elle a vaincu, effaçant les restes de Miranda et acceptant son identité comme pont entre l'humanité et la mold. Le monde avait changé. Le bioterrorisme était devenu quotidien. Les gouvernements et les entreprises menaient des guerres secrètes avec des armes virales. Mais il y avait aussi de l'espoir. Des organisations comme la PSAA, bien que corrompues par l'utilisation de soldats d'armes biologiques, et TerraSave continuaient à se battre. Des rumeurs
à venir. Les virus ne meurent jamais. Ils attendent silencieusement comme des spores dans l'air, prêts pour la prochaine épidémie. Le prochain fou ambitieux qui croit pouvoir contrôler la nature. L'histoire de Resident Evil est un monument tissé de cupidité, de trahison et des coups sans fin de l'arrogance humaine. Des grottes sacrées du royaume Ndipaya aux rues en feu de Raccoon City, des montagnes gelées d'Europe aux profondeurs du Megami-7. Chaque chapitre enseigne la même leçon. Le pouvoir sans responsabilité conduit à la ruine. Mais au milieu de l'obscurité, il y a des survivants. Le courage inébranlable de Jill, la détermination implacable de Chris, l'humour sec de Léon face à l'horreur, le cœur compatissant de Claire, le sacrifice d'Ethan et la force nouvellement découverte de Rose. Ils prouvent tous que même dans l'emprise d'une peste, l'espoir persiste. Mais laissez-nous nous attarder un moment de plus dans ces ombres, retraçant les fils qui lient les survivants et les monstres à travers les décennies. L'histoire complète de Resident Evil n'est pas simplement une liste d'épidémies. C'est un miroir du combat humain où chaque gémissement de zombie et chaque rugissement de tyran raconte une histoire du coup de la cupidité et de l'étincelle du courage. Pensez à Jill Valentine qui a couru à travers les rues brûlantes de Raccoon, esquivant la chasse implacable de Nemesis. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était de la défiance sculptée par des coups de feu. Sa pensée rapide dans les tours d'horloge et les hôpitaux a montré un cœur qui ne se briserait pas, même lorsque la ville l'a fait. Elle portait le poids du STRS, transformant la trahison en lame contre les mensonges d'Umbrella. Chaque pas à travers la fumée et les ruines a fait d'elle une légende, un symbole pour les fans qui la voient comme l'âme du combat. Ne jamais abandonner quelles que soient les chances. Chris Redfield a grandi d'une recrue, faisant face aux horreurs du manoir, un soldat de la PSAA, combattant les pestes mondiales, ses poings aussi près que ses armes, dans la chaleur de Kijuju, face au vers ondulant du Roboros. Il portait des cicatrices d'Arclay à l'Afrique, poussé par la loyauté envers ceux qui l'avaient perdu. Les fans aiment sa détermination, applaudissent quand il frappe des rochers ou fait face aux machinations de Wesker, parce que Chris incarne la volonté obstinée de continuer à se tenir debout, même lorsque le monde s'effondre. Leon Kennedy a commencé son voyage par une nuit pluvieuse à Raccoon, un policier recru jeté dans le chaos. Pourtant, il en est sorti en faisant des blagues tout en sauvant des nations, des villages remplis de parasites en Espagne, aux rues néon de Lanjiang. Sa tête froide et son tir précis ont fait de lui un favori des fans, qu'il esquive la lame de Grosser ou déjoue le culte de Sadler. Le mélange d'humour et de cœur de Léon garde les spectateurs accrochés. Son histoire est un rappel que même dans l'horreur, une plaisanterie peut éclairer l'obscurité. Claire Redfield a cherché son frère à travers des essaims de zombies pour protéger des enfants comme Sherry. Sa compassion était un bouclier dans des mondes qui s'effondraient. Sur l'île Rockford, face aux horreurs insectoïdes de T. Veronica, elle s'est battue non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui ne le pouvaient pas. Son histoire résonne avec les fans qui la voient comme motivée par la famille. Une héroïne qui trouve l'espoir dans les liens les plus petits, faisant de chaque puzzle résolu ou mutant abattu une victoire pour les soins sur le chaos. Sherry Birkin, un enfant pris
Lan Xiang. Elle est à la fois alliée et énigme, sauvant Léon tout en poursuivant ses propres fins. Les fans débattent de ses loyautés sans fin, attirés par son mystère et son éclat de robe rouge. Sa présence tisse l'intrigue dans la saga. Un rappel que la survie signifie parfois jouer des deux côtés dans un monde où la confiance est une herbe rare. La froide ambition de Wesker domine la série, ses yeux brillant derrière des lunettes de soleil, un symbole des rêves tordus d'Umbrella. Des trahisons d'Arclay à la fin volcanique d'Uroboros. Il a chassé la divinité seulement pour tomber face à son propre orgueil. Les fans aiment le détester, créant des mèmes sur sa vitesse surhumaine, tout en disséquant ses plans. Son histoire met en garde contre l'ambition non contrôlée, un méchant dont l'ombre persiste dans chaque lueur stérile de laboratoire. La tragédie gothique des Ashford ajoute une autre couche. Leur souche T. Veronica naît de l'obsession aristocratique. Le règne de feu, ressemblant à un insecte d'Alexia en Antarctique, était à la fois horrifiant et triste. Une reine défaite par son propre génie. Les fans sur Reddit plongent dans son lore, attirés par la chute de la famille, comme un miroir d'Umbrella. Leur histoire montre comment le virus prospère sur les défauts humains, transformant l'héritage en mutation. Les tyrans de Monsieur X, avec ses pas implacables aux chasses alimentées par des roquettes de Némésis, sont la vision brutale d'Umbrella du contrôle. Construits dans des laboratoires à partir de clones comme l'ADN de Sergei, ils ne sont pas des personnes, mais des outils piétinant à travers Raccoon ou Alcatraz avec une rage mécanique. Les fans frissonnent face à leur terreur, partageant des clips d'échappées étroites, parce que ces monstres incarnent la précision froide d'une entreprise qui voyait les humains comme des matières premières. Les Lickers, aveugles et rampants, montrent l'esprit propre du virus, évoluant sans la main d'Umbrella. Leurs embuscades avec des langues fouettantes dans les égouts ou les laboratoires en font des cauchemars favoris des fans, avec des montages YouTube célébrant leur design effrayant. Ils sont la preuve que le virus T n'a pas besoin d'un maître. Il apprend, s'adapte et chasse. Une peur vivante qui garde les joueurs à vérifier les coins. Hunk, le faucheur d'Umbrella, glisse à travers les missions avec une compétence froide, son masque à gaz cachant toute trace de sentiment. Survivant à la chute de Raccoon et au-delà, il est une icône des fans pour son mystère, humain ou modifié. Les publications spéculent follement, mais son efficacité silencieuse montre que le monde du virus n'a pas seulement créé des monstres, il a aussi créé des machines d'hommes. Rebecca Chambers et Billy Cohen ont affronté les horreurs de Sansu d'Arclay avant le manoir. Leur équipe improbable était une étincelle dans les premiers jours de la saga. L'intelligence médicale de Rebecca et la détermination de Billy ont découvert la vengeance de Marcus, une histoire que les fans aiment pour sa survie brute. Leur récit prouve que la portée du virus allait au-delà des villes, touchant même les plus petites vies avec son réseau sombre. Les épidémies ont amené des civils, comme Kevin, Yoko et d'autres, à donner vie à la douleur de Raccoon, se battant à travers des zoos et des métros, où des éléphants infectés ou des Lickers erraient. Ces héros du quotidien, pas des STARS ou des agents, résonnent avec les fans qui se voient dans leur lutte. Leurs histoires, partagées dans les wikis des fans, ancrent la terreur du virus
choix au manoir motivés par la famille sous les menaces de Wesker. Revenant dans Révélation 2 pour sauver Moira, il est un favori des fans pour sa loyauté, avec des publications citant ses plaisanteries. Son histoire montre que le virus a exposé ce qui compte, l'amour plutôt que la peur, un fil qui lie les fans à sa chaleur. Moira Burton et Natalia Corder portent les cicatrices du virus dans la prochaine génération. Leur combat sur l'île sous geste Vovani, montrant l'emprise durable du trauma. Le lien de Natalia avec Alex Wesker hante les fans qui théorisent sur son avenir dans Requiem sur les forums. Leurs histoires prouvent que le virus n'est pas seulement un moment, c'est une ombre qui façonne les vies longtemps après que l'épidémie s'estompe. La chute de William Birkin dans le virus G est une tragédie que les fans dissèquent. Son choix de se l'injecter, le transformant en horreur chassant dans les égouts. La survie de sa fille chérie contraste avec sa ruine. Une histoire qui frappe fort pour les fans qui voient la famille comme le cœur de la saga. L'orgueil de Birkin, comme celui d'Umbrella, montre ce qui se passe quand la science dépasse le sens. Les formes sans fin du virus, zombies, tyrans, leakers, molded, ne sont pas seulement des monstres, ce sont des miroirs du désir humain. Les fans partagent des théories sur Reddit, sur les racines anciennes du progéniteur ou les liens méga du mold, aimant comment chaque souche raconte une nouvelle histoire. L'attrait de la saga est ce mélange, l'horreur qui est personnelle, où chaque mutant porte un morceau des défauts de l'humanité. Alors que l'année 2025 approche, des murmures de Resident Evil Requiem prévus pour février 2026 et des batailles mobiles de Survival Unit suscitent l'excitation sur les réseaux, avec des fans devinant comment Rose ou des héros classiques pourraient revenir. Ces indices gardent la saga vivante, une promesse de nouvelles ombres à explorer. Le virus ne meurt jamais vraiment, il attend comme des spores dans l'air pour la prochaine épidémie à déclencher. Les théories non confirmées abondent dans la communauté. Certains fans croient que le mégamycète pourrait être lié au progéniteur originel, suggérant que tous les virus et organismes de la série partagent une origine commune dans les profondeurs anciennes de la Terre. D'autres spéculent que Rose Winters pourrait devenir le pont entre l'humanité et une nouvelle forme d'existence, ni entièrement humaine, ni entièrement infectée, mais quelque chose entre les deux. Ces théories, bien que non confirmées par Capcom, alimentent des discussions sans fin sur les forums et les plateformes sociales. Il y a aussi le mystère persistant de ce qui est arrivé à certains personnages entre les jeux. Où était Jill Valentine pendant les événements de Resident Evil 4 et 5 jusqu'à sa réapparition sous contrôle mental? Les notes de développement suggèrent qu'elle était en mission pour la BSAA, mais les détails exacts restent flous. De même, la disparition de plusieurs membres du STARS original après l'incident du manoir a laissé des questions sans réponse. Certains fans théorisent qu'Umbrella les a ciblés systématiquement, tandis que d'autres croient qu'ils sont simplement entrés dans la clandestinité pour éviter la vengeance de l'entreprise. Le rôle de The Connections, l'organisation qui a développé les armes basées sur la mold, reste également mystérieux.
de savoir combien de souches virales restent encore cachées dans des installations abandonnées à travers le monde. Umbrella avait des laboratoires sur tous les continents et beaucoup d'entre eux n'ont jamais été officiellement fermés ou nettoyés. Les épidémies dans des endroits isolés pourraient se produire à tout moment, déclenchées par des chercheurs curieux, des bioterroristes ou simplement par l'érosion des conteneurs de stockage au fil du temps. Cette menace persistante garde le monde de Resident Evil dans un état constant de vigilance, où la prochaine catastrophe est toujours à un accident de distance. La psychologie des personnages principaux mérite également une attention plus profonde. Leon Kennedy, par exemple, a été transformé d'un jeune policier idéaliste en un agent cynique qui a vu trop d'horreur. Son humour est devenu un mécanisme de défense, une façon de faire face au traumatisme sans être submergé. Chris Redfield, d'autre part, a canalisé sa douleur et sa colère dans une croisade sans fin contre le bioterrorisme, mais au prix de sa propre humanité. Dans Resident Evil 6, nous voyons un Chris brisé, hanté par la perte de ses hommes, remettant en question si sa lutte en vaut vraiment la peine. Jill Valentine représente la résilience face à un traumatisme inimaginable. Non seulement elle a survécu à l'incident du manoir et à la destruction de Raccoon City, mais elle a également été capturée et contrôlée mentalement par Wesker pendant des années. Sa capacité à récupérer et à continuer à se battre témoigne de sa force intérieure. Claire Redfield incarne la compassion dans un monde brutal, refusant de laisser la violence et l'horreur éteindre son humanité. Son travail avec TerraSave montre qu'elle croit encore en la possibilité de faire une différence, même dans un monde infesté de bioterrorisme. Ada Wong reste l'une des figures les plus énigmatiques de la série. Travaille-t-elle vraiment pour une organisation rivale ou poursuit-elle ses propres objectifs? Ses actions suggèrent qu'elle a un code moral complexe, aidant parfois les héros tout en sabotant leur mission à d'autres moments. Certains fans théorisent qu'Ada pourrait être un agent double ou même triple, jouant toutes les parties les unes contre les autres pour ses propres raisons. Sa relation avec Léon ajoute une couche émotionnelle à son personnage, suggérant qu'au moins une partie d'elle souhaite une vie normale, même si elle ne peut jamais la voir. L'héritage d'Umbrella Corporation lui-même est fascinant d'un point de vue sociologique. Comment une entreprise a-t-elle pu mener des expériences si horribles pendant des décennies sans être découverte? La réponse réside dans une combinaison de corruption, de richesse et de manipulation. Umbrella avait des connexions au plus haut niveau des gouvernements, achetait le silence avec de l'argent et des menaces, et maintenait de multiples couches de secrets organisationnels. Même les employés de bas niveau ne savaient souvent pas pourquoi ils travaillaient vraiment. Cette structure a permis à l'entreprise de survivre à de nombreux scandales avant que finalement, après Raccoon City, la vérité soit devenue impossible à cacher. Mais la chute d'Umbrella n'a pas mis fin au bioterrorisme. Au lieu de cela, elle a créé un vide qui a été rapidement rempli par d'autres organisations. Les anciens employés d'Umbrella ont vendu leurs connaissances et échantillons aux plus offrants. Des groupes terroristes
les États voyous ont vu le potentiel des armes biologiques et des entreprises comme Tricell sont intervenues, continuant les travaux d'Umbrella sous de nouveaux noms. Le monde de Resident Evil montre comment la technologie dangereuse, une fois créée, ne peut jamais être complètement éliminée. Elle persiste, se propage et évolue, nécessitant une vigilance éternelle. La question philosophique au cœur de Resident Evil est celle-ci. L'humanité devrait-elle poursuivre le progrès scientifique sans limite? Les fondateurs d'Umbrella croyaient qu'ils pouvaient utiliser le virus progénitor pour élever l'humanité, créer des surhommes qui vivraient éternellement et dirigeraient avec une intelligence supérieure. Mais leur hubris a conduit à d'innombrables morts et souffrances. La série suggère qu'il y a des limites à ce que la science devrait essayer d'accomplir, que certaines connaissances sont trop dangereuses pour être poursuivies. En même temps, elle montre que les efforts pour supprimer ou contrôler la connaissance échouent souvent, car il y aura toujours quelqu'un prêt à franchir les lignes éthiques pour le pouvoir ou le profit. Les créatures elles-mêmes de Resident Evil portent une signification symbolique. Les zombies représentent la perte d'humanité, la réduction d'êtres pensants et ressentants à de simples consommateurs affamés. Les tyrans symbolisent le pouvoir incontrôlé, la force brute sans intelligence ou moralité pour la guider. Les créatures basées sur des parasites comme Las Plagas représentent la perte d'autonomie, le contrôle d'un esprit par un autre, et la Mold représente peut-être la fusion ultime de la vie et de la mort, de l'individu et du collectif, brouillant toutes les frontières que nous utilisons pour définir l'existence. Rose Winters, en tant que personnage qui incarne à la fois l'humanité et la Mold, représente peut-être un nouvel espoir. Elle montre qu'il est possible de vivre avec ses forces plutôt que d'être détruite par elles. Sa capacité à contrôler les pouvoirs de la Mold tout en maintenant son humanité suggère qu'un équilibre peut être trouvé, mais cela nécessite une acceptation de ce qu'elle est, ni entièrement humaine, ni entièrement autre, mais quelque chose de nouveau. C'est peut-être le message le plus important de Resident Evil. La survie nécessite l'adaptation, l'acceptation du changement et la volonté de devenir quelque chose de différent, tout en s'accrochant à ce qui nous rend humains. Alors que vous dérivez vers le sommeil, laissez ces récits de Raccoon, Kijuju et au-delà vous envelopper dans leur calme étrange. Imaginez le tir stable de Jill, le sourire narquois de Léon, le cœur féroce de Claire et la force silencieuse de Rose, tous se battant contre la même obscurité sans fin. Le monde de Resident Evil est une berceuse hantée. Ses survivants prouvent que même dans l'emprise d'une peste, l'espoir perdure. Reposez-vous maintenant et rêvez de leur combat jusqu'à ce que le prochain virus se réveille. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci et partagez vos pensées dans les commentaires. Bonne nuit et puissent les ombres d'Umbrella ne jamais atteindre vos rêves.